Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous cet après-midi pour cette table ronde sur les enjeux de l'IA à l'hôpital. Je suis Sonia Gorjoub-Gatti, vice-présidente sur les sujets santé au sein de Capgemini Invent. Et j'ai la chance d'être aujourd'hui accompagnée par 4 différentes startups sur les sujets de l'IA en santé qui ont été accélérées ou qui sont actuellement accélérées par Future4Care. Et on va avoir l'occasion de pouvoir vous présenter quelques cas d'usage concrets autour de l'IA en santé, notamment sur la partie hospitalière. Alors, en faisant le tour des différentes tables rondes, on se rend compte que le sujet de l'IA à l'hôpital est quelque chose de particulièrement à la mode. On en entend beaucoup parler. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir différents points de vue sur ce sujet. J'ai eu la chance de travailler avec des clients et aussi des partenaires en France, mais à l'international aussi. Et lors de ces discussions, on s'est rendu compte que, bien sûr, il y avait des différences sur les modes de fonctionnement des systèmes de santé, mais il y avait aussi surtout des points communs assez forts, notamment sur les enjeux de transition démographique. Et donc, derrière, des enjeux de comment s'assurer de pouvoir avoir une qualité de soins de la plus optimale possible, alors même qu'on a une population vieillissante qui souvent requiert plus de soins. On a également des tendances de maladies chroniques qui sont de plus en plus importantes. Donc on voit un besoin de l'offre de soins qui augmente et par ailleurs des contraintes assez fortes sur les professionnels de santé au sein des hôpitaux. Et donc on se demande comment réconcilier ces enjeux-là. Et le levier technologique, c'est un des leviers qui peut permettre de pouvoir proposer des qualités de service et des optimisations de parcours de manière assez intéressante. Alors aujourd'hui, donc comme je le mentionnais, on va pouvoir parler de différents types de cas d'usage. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que l'IA, c'est souvent un mot un peu valise. Et c'est intéressant de pouvoir avoir des cas d'usage qui sont très précis et qui sont incarnés. Et c'est le but de la table ronde d'aujourd'hui, avec du coup cette capacité de se dire comment est-ce que ces différentes solutions, ces pépites technologiques portées par ces différentes startups, vont pouvoir s'insérer au sein de processus, métiers, au sein des hôpitaux, dans les habitudes des professionnels de santé. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à gérer ces difficultés-là pour que ce ne soit pas que des gadgets, mais que ce soit des solutions qui soient transformantes au quotidien. Du coup, ce que je vous propose, c'est de pouvoir nous partager, chacun d'entre vous, de pouvoir vous présenter et de raconter en quelques minutes quelle est du coup la proposition de valeur de la société que vous avez créée et puis surtout, pourquoi, à partir de quelles problématiques que vous avez du coup côtoyées en hôpital, pourquoi est-ce que vous avez créé cette entreprise et comment est-ce que ça répond à ces défis aujourd'hui. Est-ce qu'on commence par toi du coup, Aurélie ? Bonjour à tous, enchantée et ravie d'être présente, merci beaucoup. Aurélie Martin, je suis la directrice générale d'Optacare. Alors, Optacare a été créé il y a bientôt 12 ans et a fait un virage santé il y a quelques années, en considérant qu'il y avait quand même des enjeux forts, vous en avez parlé, notamment organisationnels au sein des établissements de santé, des enjeux organisationnels qui vont tourner autour du médicament, donc comment on va répondre à des problématiques de rupture de stock qui sont de plus en plus fréquentes au sein des établissements de santé, des problématiques de qualité de vie au travail pour les soignants, puisque le Covid a accéléré aussi ces sujets qui sont devenus, qui ont été mis en avant et dont on entend de plus en plus parler. Et puis, bien entendu, aussi d'autres sujets et d'autres enjeux et challenges, c'est la hausse de l'activité ambulatoire, par exemple, et la hausse de la fréquentation des services d'urgence. Tout ça, ce sont des enjeux organisationnels qui sont une des fondations d'Optacare. Et donc, on a donc des solutions logicielles qui vont permettre de répondre en partie, puisque ça reste des outils, et donc l'humain a une place privilégiée dans la mise en place de ces outils logiciels à base d'intelligence artificielle pour répondre à ces enjeux. Merci beaucoup. Daniel, du coup, tu es CEO de Better World. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ce que vous faites chez Better World ? Absolument. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux d'être là. Donc, je m'appelle Daniel Ritter et j'ai la chance de diriger une organisation européenne qui s'appelle Better World. Alors, Better World aide les établissements de santé sur 2 choses absolument cœur dans leur quotidien. C'est la satisfaction des patients et la satisfaction des professionnels de santé. Il y a une théorie qui lie ça. Ça s'appelle la symétrie des attentions. Je fais attention autant à mes équipes que je ne souhaite que mes équipes fassent attention à mes patients. Et comment on fait ça ? On fait ça grâce à de l'intelligence artificielle.
Et en fait, on collecte des feedbacks de ces populations. Donc on envoie des questionnaires, on met des QR codes, on a tout un tas de dispositifs aussi sur le web pour collecter du feedback patient et soignant. On analyse tout ça grâce à de l'IA et on restitue de façon structurée les résultats pour que les services puissent agir. Et aujourd'hui, ça c'est utilisé dans un peu plus de 750 hôpitaux, cliniques, EHPAD, qui fait de nous le leader en France sur le sujet. Et notamment la PHP nous fait confiance pour les 4 prochaines années là-dessus, les grands groupes privés comme Elsan, etc. Merci Daniel. Émilie, tu es à la tête de Rofim. Est-ce que tu peux nous partager le mode de fonctionnement et puis surtout la proposition de valeur de ta société? Donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc je m'appelle Émilie Mercadal et j'ai cofondé en 2018 Rofim avec un ami chirurgien vasculaire qui est aujourd'hui chef de service à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Auparavant, je venais de l'industrie pharmaceutique, plus précisément du vaccin. Et donc en fait, le driver que nous avons chez Rofim, c'est comment améliorer l'accès aux soins. Non pas avec une molécule, mais avec une plateforme qui met en relation les experts entre eux. Donc c'est une plateforme dédiée uniquement aux professionnels de santé et avec des outils comme la téléexpertise, la réunion de concertation pluridisciplinaire. Nous avons à cœur de diminuer le temps que l'on met en posant un diagnostic, en mettant en relation le bon professionnel de santé au bon moment, au bon endroit, avec le bon patient. Parfait, merci beaucoup Émilie. Claire, tu es lead data scientist chez RDS. Comment vous utilisez l'IA du coup et quelle est la proposition que vous faites surtout pour le suivi des patients en post-opératoire et puis même en post-suivi après l'hospitalisation? Tout à fait, bonjour, merci pour votre invitation. Donc Claire, responsable data chez RDS exactement. Donc RDS a voulu faire évoluer le parcours de soins des patients en faisant évoluer le monitoring à distance. On a créé pour cela un produit qui est Multisense, qui est le produit donc que je tiens en main ici, qui est un patch avec des capteurs miniaturisés qui est dédié à être posé dans le haut du dos des patients. Donc il y a une petite électrode qui vient se placer devant. Donc comme vous pouvez voir, c'est tout petit, ça s'installe super facilement et l'idée c'est d'être installé en post-chirurgie et de sécuriser et simplifier et rassurer le retour à domicile des patients. À ça s'ajoute un téléphone qui va être dédié pour aider la remontée des données. On remonte en temps réel tout un tas de données. On a la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, température cutanée, la saturation d'oxygène, la position du patient et aussi l'activité. Et toutes ces données-là vont pouvoir être visualisées sur un portail web qui est accessible donc aux professionnels de santé pour suivre en quelques secondes toutes les constantes de leurs patients. À ça s'ajoute en fait un système de notification qui permettent d'être adapté par patient pour que les soignants puissent avoir des alertes qui se déclenchent si jamais il y a une augmentation de la fréquence cardiaque ou de tout type de constantes qui peuvent être amenées à vouloir surveiller de plus près un patient qui serait retourné à domicile. Et on travaille actuellement dans le cadre de projets cliniques sur ce qu'on appelle des early warning scores qui vont être en fait une alerte qui est basée sur une combinaison de différents signaux sur une durée précise, par exemple 30 secondes de données qui va donc rentrer dans un modèle qui a été entraîné sur des données patients avec différents patterns pour pouvoir prédire de manière précoce une dégradation de la santé des patients. Merci beaucoup Claire. Merci à vous. Alors maintenant que vous pouvez un peu mieux voir quelles sont les startups qu'on a avec nous aujourd'hui, je voulais partager un élément que je trouve intéressant. C'est généralement, on a des startups, des hôpitaux ou des grands groupes qui travaillent sur des temporalités assez différentes. Et c'est souvent une difficulté et un challenge au final de faire converger ces différentes temporalités pour que les solutions des startups puissent correspondre avec les feuilles de route de mise en œuvre de certaines solutions dans les hôpitaux. Et qu'on puisse travailler aussi ensemble dans des groupes de plus grande taille qui ont aussi leurs challenges et leurs process.
Donc là, ce que je voulais faire maintenant, c'est une séquence dans laquelle on va pouvoir partager un petit peu chacun les difficultés que vous avez pu voir dans la mise en œuvre de vos solutions à l'hôpital et les facteurs clés de succès qui pour vous sont vraiment importantes pour s'assurer de cette bonne mise en œuvre. Du coup, je voulais commencer avec une première question pour toi, Émilie. Comment est-ce que vous êtes rentrée du côté Rofim à l'hôpital et comment est-ce que vous construisez des partenariats qui sont gagnant-gagnant au final pour vous comme les hôpitaux? Merci beaucoup Sonia pour la question. Donc déjà, comment nous sommes rentrés à l'hôpital? On est parti de l'hôpital. Donc déjà, on a commencé à l'hôpital. Donc comme je l'ai dit, nous sommes une solution créée par des professionnels de santé pour des professionnels de santé et nous sommes avant tout une plateforme hospitalo-centrée parce que l'expertise aujourd'hui est vraiment à l'hôpital et on le voit aujourd'hui. Ça s'appelle Santexpo, mais anciennement c'était Hôpital Expo. Donc voilà, l'hôpital est au cœur de l'expertise. Donc nous on a commencé avec l'hôpital. Donc avec mon associé également et notre comité scientifique. Aujourd'hui on a 34 spécialistes, tous issus du monde hospitalier. Donc la genèse vient de l'hôpital. Après, comment rentrer à l'hôpital? Parce que c'est souvent une question qui est difficile aujourd'hui pour les entreprises, avec cette temporalité, comme tu le disais, qui est très différente. En effet, l'agenda de l'hôpital aujourd'hui, c'est 3, 5 ans, 10 ans, et une start-up, généralement, dans les 6 à 9 mois, il y a toujours des sujets de cash, etc. Donc, on n'a pas la même temporalité. Je pense que pour parler à l'hôpital, il faut se mettre dans les chaussures de l'hôpital et se dire, voilà, aujourd'hui, quels sont nos pain points? Et en fait, c'est ce qu'on a fait avec Rofim en créant une solution qui s'adapte à l'hôpital, une solution qui est créée pour l'hôpital. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit à l'hôpital, voilà, nous, on est un outil informatique, il va falloir que tu l'utilises. Non, nous, on a compris ton fonctionnement et on a développé un outil informatique pour s'adapter à ton environnement. Donc déjà, on a pris vraiment le sujet à l'envers, premièrement, et après, on accompagne l'hôpital. Donc on l'accompagne dans sa temporalité, on l'accompagne quelquefois dans sa gestion de projet. Donc en fait, c'est vrai que quelquefois, il n'y a pas de référent, ou il n'y a pas de personne sur le terrain, donc on va, nous, encore plus accélérer et encore plus être présent auprès de ces hôpitaux qui en ont besoin. On va pallier à ces problèmes d'effectifs. Également, l'hôpital a souvent des problèmes budgétaires. Donc comment on fait pour amener de l'argent à l'hôpital? Et c'est vrai que c'est un sujet en France qui est pas encore développé, mais j'ai la chance comme Better World de travailler aussi à l'étranger. Et dans le monde anglo-saxon, on n'a vraiment pas de problème à dire voilà, il y a un problème de financement, on va trouver la source. Donc en fait, nous aujourd'hui, dès lors que le besoin est là, identifié et que c'est le bon moment pour l'hôpital, parce qu'il faut que ça soit le bon moment, notamment dans le schéma directeur pour ce qui nous concerne. Une fois que ces deux leviers sont identifiés, s'il y a un problème budgétaire, je vais venir avec le budget, je vais venir avec la solution, parce que au sein de Rofim, on travaille avec des partenaires industriels, des grands groupes qui ont à cœur d'aider également l'hôpital. Donc en fait, on va arriver avec des solutions de financement. Et donc en fait, c'est ça le gagnant-gagnant, c'est comprendre le besoin, comprendre les équipes, avoir un produit qui est dédié, s'adapter à leur timing, quelquefois un petit peu les forcer à accélérer, mais surtout arriver aussi avec des solutions de financement. Et en fait, c'est la somme de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes la première plateforme hospitalière dans la moitié des hôpitaux en France. Et en fait, je pense que c'est vraiment cette connaissance fine de l'hôpital qui nous permet cette pénétration. Très clair, merci Émilie. Et en rebond du coup, Claire, de ton côté, avec RDS, est-ce que tu as identifié des facteurs clés de succès du coup pour que ça fonctionne en rebond de ce que Émilie proposait, partageait, est-ce que tu as d'autres éléments que tu as remarqués pour que ça fonctionne entre RDS et puis les différents systèmes d'information qui existent déjà dans les hôpitaux au final? Oui, bien sûr. Donc évidemment, il y a pas mal de facteurs qui vont être clés dans une bonne intégration à l'hôpital, notamment pour débuter, avoir des preuves de concept et des preuves cliniques, surtout quand on est dispositif médical. Donc nous, de notre côté, on avait fait 6 études cliniques, dont 80 avec des patients en post-chirurgie, avec des retours à domicile. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui aide à rassurer l'implémentation au b.a.-ba de la solution. Ensuite, je pense qu'il est important aussi, c'est d'avoir une adaptabilité vraiment avec le terrain, avoir une très bonne communication aussi. Je pense que c'est important d'avoir une personne dédiée au sein de l'hôpital qui va être un peu un référent et qui va être en capacité
de transmettre en fait le savoir de l'utilisation et de la nouvelle organisation avec un nouveau produit par exemple. Et c'est important aussi d'avoir quelqu'un dédié au sein de la start-up qui va pouvoir faire remonter toute information ou toute difficulté. Il va falloir être capable de s'adapter, de trouver des solutions rapides, surtout en début d'intégration. Typiquement, nous, parce que parfois il est difficile, je pense, de concilier les aspects réglementaires et les aspects de sécurité avec les besoins à l'hôpital. Un exemple tout simple, on a eu un petit souci avec la nécessité d'avoir une double identification pour les soignants, donc ça leur nécessitait de rentrer leur téléphone personnel, le numéro de leur téléphone personnel pour s'identifier à la plateforme. Et en fait, les personnels soignants ont la plupart du temps pas leur téléphone personnel sur eux, et donc il a fallu juste être assez rapide pour pouvoir adapter, ajouter la possibilité de rentrer un email personnel ou quelque chose comme ça pour avoir quand même le même niveau de sécurité, mais quelque chose de plus adaptatif. Ouais, il y a différentes choses comme ça. Donc je dirais la communication et ensuite l'interopérabilité complètement avec les systèmes hospitaliers dès que possible. Exactement. L'interopérabilité est clé, du coup, c'est ce que j'entends. Ouais. Daniel, du coup, chez Better World, comment est-ce que vous avez travaillé pour vous assurer d'éviter les écueils, justement, que beaucoup de startups rencontrent, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est un marché extrêmement foisonnant. Il y a énormément de startups qui travaillent sur les sujets de la santé. Comment ne pas être un gadget et se rendre indispensable? Oui, tout à fait. Merci pour la question. Alors, il y a trois sujets qui nous ont aidés à ne pas être un gadget. Le premier, c'est de ne pas partir de la techno, mais de partir d'un problème. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. On part du problème et pas de la techno. Dans notre cas, le problème, c'est que la direction générale de l'hôpital demande comment évolue la satisfaction de mes patients. Les équipes qualité, les équipes expérience patient, elles savent pas répondre parce qu'en fait, elles ont plein d'indicateurs. Elles ont le ISATIS de la HAS, en tout cas quand on est en France. Elles ont des questionnaires papier qu'elles font, elles ont des questionnaires digitaux, elles ont des feedbacks sur le web. Tout ça, c'est compliqué, ça donne des dizaines d'indicateurs et on ne sait pas répondre facilement à la question du DG, comment évolue la satisfaction patient chez moi. C'était ça le problème de base. Et c'est comme ça qu'on a construit une solution qui permet de collecter, d'analyser et de construire un indicateur synthétique. Premier point. Deuxième point, c'est se rattacher à la certification. Parce que la certification, c'est un moment absolument clé dans la vie des établissements. Et la certification demande explicitement dans les critères impératifs de collecter du feedback patient, de l'analyser, d'en faire quelque chose. Donc on s'est collé à ce process-là pour aider les établissements. Et une fois qu'on a dit ça, ça peut plus être un gadget parce que c'est critique pour la vie des établissements. Aussi parce qu'il y a de l'argent attaché. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, c'est les IFAC, les incitations financières pour l'amélioration de la qualité. Better World les impacte directement. Donc c'est le deuxième point. Et le troisième point qui nous a aussi beaucoup aidé, alors tout à l'heure on parlait d'interopérabilité. L'interopérabilité la plus simple, c'est quand il n'y en a pas. Et en fait, pour des questionnaires patients, on peut aussi être à côté en fait du système d'information de l'hôpital. En fait, on n'a pas besoin d'être connecté au SI de l'hôpital pour partager des questionnaires patients. On peut, c'est encore mieux, mais on n'est pas obligé d'avoir ça pour commencer. Pareil, pour analyser ISATIS, il n'y a pas besoin d'être connecté au SI de l'hôpital. Il suffit d'être connecté à la TIH. Donc voilà, c'est le troisième point, c'est la facilité de déploiement est aussi une forte aide pour que les établissements y aillent. Faire au plus simple au final. Et enfin, du coup, du côté d'Optacare et Aurélie, comment est-ce que vous avez fonctionné pour pérenniser au final l'impact et passer à l'échelle? Souvent, on entend parler de beaucoup de projets pilotes. Comment est-ce qu'on passe du projet pilote à quelque chose qui s'industrialise? Merci, effectivement c'est un vrai sujet. Alors nous on a différentes solutions. Comment on va passer de ce pilote? En fait tout l'intérêt de ce pilote c'est justement de prouver la valeur ajoutée du produit et c'est d'avoir de façon très court-termiste en fait des résultats qui soient soit sur l'amélioration du bien-être des soignants, soit sur des valeurs financières selon le produit, ou bien sur le pilotage global de l'hôpital. Et donc notre rôle à nous, Optacare et à nos équipes, c'est justement d'aller prouver ce retour sur investissement, qui est un grand mot, mais on parle d'investissement également humain en fait, à vrai dire, et heureusement,
par rapport à la mise en place des produits. Et donc, ce sujet d'industrialisation ensuite des projets et de mise à l'échelle au sein d'un établissement, il va se faire surtout grâce aux équipes, à vrai dire, terrain de l'établissement de santé. Puisque l'idée de départ est d'impliquer dès le début toutes les équipes, puisque comment leur mettre un outil à disposition si on ne les implique pas au départ, enfin, ça semble quand même assez incohérent. Donc, nous, tout le travail, c'est de mener des ateliers métiers, comprendre leurs besoins. Je rejoins ce que disaient tous mes collègues tout à l'heure, comprendre le besoin, l'adapter, en fait, ne pas avoir des produits sur étagère, mais avoir bien sûr l'opportunité de pouvoir les adapter à la réalité, puisque anticiper, c'est notre métier, donc on fait de l'IA prédictive, que ce soit sur les prévisions d'arrivée de flux patients aux urgences, que ce soit sur les prévisions de rupture de stock ou la planification. Et donc en fait, prévoir, c'est mieux piloter. Donc on va leur donner tout ça pour pouvoir leur laisser de la bande passante derrière, pour justement pouvoir absorber l'imprévu du quotidien, qui est en fait la réalité terrain. Et donc prouver sur ces instants de POC, en fait, qu'on est capable de faire ça, de fournir des outils qui sont pertinents, qui collent à une réalité, c'est ensuite se donner l'opportunité avec l'établissement de passer à l'échelle. Mais tout ça va nécessiter dès le départ de bien comprendre la réalité terrain et de mettre nos pieds à l'hôpital et de pas être derrière les ordinateurs ou derrière le téléphone, mais vraiment de participer, d'être là-bas et de bien comprendre les enjeux. Il y a quand même une petite anecdote, c'est qu'à chaque fois que l'on arrive dans un établissement de santé, l'une des premières phrases que l'on entend, c'est « Oui, c'est très bien, mais alors nous sommes particuliers. » Et c'est vrai que, en fait, c'est la vérité. C'est chaque établissement a une organisation qui est complètement différente d'un établissement à un autre. Et donc, c'est à nous de nous adapter et c'est pas au terrain de s'adapter à un outil logiciel qui reste un outil et pas une solution, à mon sens. Donc au final, être sur le terrain, c'est quand même la base pour pouvoir s'assurer d'avoir une solution qui correspond aux besoins. Donc là, on a pu pas mal parler des enjeux, des difficultés, des challenges qui sont rencontrés et puis comment, en tant que start-up, vous avez réussi du coup à travailler avec des hôpitaux. Dans la prochaine séquence, ce que je vous propose, c'est de réfléchir aussi de manière un peu prospective. Si on parle de l'avenir de l'IA à l'hôpital, en se basant sur ce qui existe aujourd'hui, mais en regardant à demain, 5 ans, 10 ans, comment est-ce qu'on peut imaginer cette IA à l'hôpital demain ? Est-ce que Daniel, c'est un sujet que vous avez traité chez Better World et des perspectives que vous souhaitez à travailler pour les prochaines années ? Merci pour la question. Alors, si on prend un peu de recul sur l'IA à l'hôpital, si on se projette, si on se jette 5 ans en arrière, on voyait l'IA beaucoup sur l'image, en fait. C'est le premier champ d'application de l'IA à l'hôpital, c'était l'image. C'était pour faciliter le travail des radiologues, pour leur permettre de détecter des tumeurs ou des dysfonctionnements de plus en plus petits. Et donc l'IA, grâce à un apprentissage sur des très grands volumes de données, finalement pouvait aider l'humain. Et ça reste vrai, bien sûr, c'est un cas d'usage qui existe et il y a plein de sociétés qui travaillent là-dessus. La partie de l'IA sur laquelle nous travaillons, qui est le texte, elle est arrivée plus tardivement en fait dans le monde de l'hôpital, et on a été parmi les premiers en 2017 du coup à lancer en fait des travaux sur le texte. Non, sur le texte. Nous, les textes qu'on a pris, c'est les feedbacks des patients, le feedback des soignants. On pourrait prendre d'autres textes, on peut prendre des comptes rendus médicaux, on peut prendre des prescriptions, on peut prendre plein de textes différents. En se projetant, pour le coup, dans l'avenir, les sujets sur lesquels nous travaillons pour la suite, c'est d'aider encore plus, par exemple, le directeur qualité ou le directeur expérience patient. Si je caricature un peu, aujourd'hui, on lui donne des indicateurs synthétiques, bien calculés, etc. On lui donne des nuages de mots qui permettent de comprendre finement dans un corpus de texte quels sont les messages qui ressortent. Mais si on voulait aller encore plus loin, et c'est ce sur quoi on fait de la R&D en ce moment, on aimerait aller jusqu'à lui proposer des plans d'action. En fait, à lui dire, certes, tu as ton problème il est identifié, c'est très clair et il n'y a plus de débat. Mais l'étape d'après, c'est de lui dire, par exemple, il y a un problème, une insatisfaction patient à la sortie, l'étape de sortie du parcours patient. On détecte qu'il y a un problème vraiment au moment un peu final où on remet l'ordonnance au patient, parce que le patient ne reçoit pas l'ordonnance, ou c'est pas la personne qu'il souhaite qui la lui explique. Et donc là, le plan d'action, en fait, il va répondre à tout ça
et il va dire il faut revoir le processus de sortie en y intégrant une étape où on remet explicitement l'ordonnance au patient, et d'après l'analyse de la donnée, le mieux c'est que ce soit le chirurgien qui a fait l'opération qui lui remette. Là, vous me direz, ça marche pas tout le temps parce qu'il a pas le temps, etc. Mais ça, c'est les bonnes questions d'organisation qu'on a envie de se poser, quoi. Voilà. Et notre travail maintenant, c'est de faire en sorte que l'IA aille jusque-là. Merci Daniel. Émilie, du côté d'Eurofim, du coup, comment est-ce que vous imaginez l'impact que l'IA peut avoir pour améliorer la qualité de vie des patients comme des professionnels de santé? Comment est-ce qu'on peut aller un cran plus loin par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Merci pour la question. Donc déjà, pour moi, l'IA peut vraiment être transformateur de qualité de vie, mais la vision que nous portons chez Eurofim, c'est en soutien et non en remplacement du soignant. Donc pour moi, c'est vraiment très important de le voir comme une aide et non pas comme un remplacement du soignant. Aujourd'hui, selon moi, l'IA au niveau des patients, ça peut permettre d'avoir une médecine plus adaptée, plus personnalisée, donc avec des analyses, avec des comportements qui sont davantage analysés, qui peuvent permettre d'avoir une médecine personnalisée. Donc ça, c'est vraiment au niveau du patient. Pour moi, au niveau du soignant, c'est essayer d'enlever, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Eurofim, un petit peu tout ce burden administratif. Donc en fait, de pouvoir faire en sorte que le médecin se concentre sur ce qu'il est censé faire, le soin, et donc de faire gagner du temps au niveau synthèse, etc. Donc c'est vraiment un gain de temps et une amélioration d'un quotidien, mais petit à petit, 5 minutes, 8 minutes gagnées là, ça représente beaucoup à la fin du mois. Et au niveau de Eurofim, nous on a intégré comme Better World très tôt l'IA, donc dès 2019, avec de l'IA sémantique, donc aussi sur le texte. Notre but, c'est lorsqu'un médecin demande l'avis à son confrère, on va directement analyser le texte et on va aller chercher dans toute la littérature scientifique s'il y a eu un cas similaire. Donc, la littérature scientifique aujourd'hui, elle est accessible à chaque médecin avec des sites comme PubMed ou Google Scholar. Le seul sujet, c'est qu'il faut que les médecins soient inscrits, tapent des mots-clés et en anglais. Donc là, en fait, avec Eurofim, peu importe la langue du médecin, peu importe s'il a utilisé des mots-clés, et surtout, peu importe les fautes de syntaxe ou de grammaire, on va dire il y a eu un article dans la littérature scientifique et le médecin va pouvoir, avec un pouce, juger si ça a été pertinent ou pas. Par contre, ça arrive après la demande faite à un confrère. Donc en fait, c'est vraiment en soutien. Et aujourd'hui, là, on est en train de rajouter des briques d'IA, toujours dans cette logique de gain de temps, d'amélioration, donc en disant on va identifier des patterns. Un service de diagnostic prénatal va recevoir une quinzaine d'avis par semaine. L'IA va lui dire, en fait, là c'est le 15e avis que tu reçois comme ceci. Hier tu as répondu cela, je répondrai celui-là. Et donc en fait le médecin a toujours le dernier mot. C'est-à-dire que c'est lui qui va dire oui en effet ou non. Cela ressemble mais ce n'est pas le même cas. Donc pour moi l'IA ça peut améliorer la qualité de vie des soignants en leur permettant de se concentrer sur le soin et améliorer la qualité de vie des patients en se sentant vraiment unique. Et pour moi l'IA ça va vers une médecine plus personnalisée et cette amélioration de la qualité de vie des deux côtés. Donc au final, même demain, l'IA n'a de toute façon pas vocation à remplacer l'humain, au contraire. Et même si on se projette sur l'avenir, ça ne marche que main dans la main avec justement les professionnels de santé pour lesquels elles font gagner du temps. En tout cas, c'est la vision que l'on porte. Vision partagée. Merci Sonia. Aurélie, chez Optacare, est-ce que vous voyez un petit peu l'IA comme étant une manière de réinventer l'hôpital de demain ? Et si oui, quelle place ou quelle proposition Optacare pourrait faire justement pour cet hôpital de demain ? Alors effectivement, déjà pour rejoindre ce que disait Émilie juste avant, l'IA est un outil d'aide. Elle doit faire gagner du temps, effectivement apporter une valeur ajoutée ou en tout cas prendre là où il n'y en avait pas forcément pour le soignant. On a un outil de planification des ressources humaines. On a entendu beaucoup parler ces derniers temps sur comment l'IA peut accompagner les soignants sur ces volets de planification.
Je pense que c'est l'un des enjeux forts aussi pour redonner du temps de soins aux soignants. En fait, aujourd'hui, un cadre dans un service va passer entre 50 à 80% de son temps à faire des plannings. Est-ce que faire des plannings a vraiment une valeur ajoutée ? À partir du moment où il a une infirmière qui va être absente, son planning devient obsolète. Et donc, il doit se remettre le nez sur son Excel. Je pense que l'on attend d'un cadre autre chose que de faire des plannings. C'est de former ses équipes, c'est de les manager, c'est de les accompagner, ce qui va les fidéliser. Et puis, bien sûr, c'est d'aller auprès des patients, auprès des familles, d'interpréter, de faire le lien avec le médecin. Donc c'est là où la valeur ajoutée du cadre, c'est pas forcément derrière un Excel. Et donc l'une des propositions que l'on a, c'est celle-ci, c'est d'aller faire des plannings, automatiser ça, et puis retirer cette charge mentale qui pèse sur le cadre et qui ne devrait pas en être une. Et donc je pense que sur l'hôpital de demain, l'une des valeurs ajoutées de l'intelligence artificielle, c'est justement d'apporter de l'organisation, de l'anticipation par les prévisions, par la planif, pour pouvoir libérer ce temps-là et revenir sur l'essentiel. En fait, l'essentiel, c'est la continuité des soins, c'est le patient. Voilà, l'hôpital de demain, pour moi, il est autour de l'humain, parce que aujourd'hui, on a beaucoup d'outils, on a des centaines de logiciels qui tournent dans un hôpital. Et est-ce que tous vont faire gagner du temps ? Je ne suis pas sûre. Le temps a beaucoup de valeur dans le soin, et donc autant le préserver. Je pense que l'hôpital de demain, c'est préserver cette valeur de soin et toutes les compétences qu'ont nos soignants. Mais pour ça, il faut leur donner le temps de le faire. Voilà. Tu parlais de continuité des soins, qui est particulièrement important, et le fait que l'hôpital, au final, est intégré dans un écosystème de soins plus large. Ce qui m'amène à une question pour toi, Claire. Est-ce que tu penses que l'IA, c'est au final un levier pour permettre le fameux virage domiciliaire dont on entend tant parler ? Oui, complètement. Je pense que l'IA va complètement contribuer à ce virage. Je pense que l'IA va permettre de continuer le parcours de soins aussi à domicile une fois que les patients auront la possibilité de rentrer, pouvoir permettre une meilleure télésurveillance, pouvoir aussi prioriser les différentes alertes et prédire une dégradation de manière précoce pour pouvoir prendre les patients en charge de manière efficace suite à ça. Et ensuite, je reviens complètement à ce que disait tout à l'heure Émilie, personnaliser également le soin, dans le sens où, voilà, aujourd'hui, nous, on est concentré sur du post-chirurgie et donc du coup sur des patients en situation aiguë. Mais demain, ça serait intéressant d'avoir des données de patients pendant des temps normaux pour, par exemple, porter des solutions de télésurveillance à des moments de check-up classiques pour pouvoir mettre en miroir des données de patients en difficulté, les mettre en miroir avec des données de patients en situation de bonne santé et pouvoir encore plus avancer sur cette prédiction de soins. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez pu le constater, donc on arrive un peu au terme de cette table ronde. L'objectif, c'était de vous présenter différents cas d'usage qui interviennent au final à différents moments de la chaîne du soin. On voit que l'IA, aujourd'hui, elle est déjà un peu partout, qu'elle peut avoir une place importante pour la meilleure qualité de vie, que ce soit des patients comme des professionnels de santé. Qu'on peut se projeter aussi sur des cas d'usage encore plus poussés sur les prochaines années. On fait ce pari-là. En tout cas, nous, chez Capgemini, c'est vraiment une fierté pour nous de pouvoir travailler avec différentes startups qui apportent ces valeurs et qui travaillent sur le terrain au quotidien, avec du coup aussi cette capacité à proposer une interaction entre ces pépites technologiques et puis les intégrer dans des processus de soins plus larges, des compréhensions des processus des hôpitaux, qui est souvent un des facteurs clés de succès que je retiens des échanges qu'on a eus aujourd'hui. On est à votre disposition si vous avez des questions. En tout cas, merci pour votre écoute et à très bientôt. Merci pour cet échange très riche.
La question se pose aux 5 startups et même à Capgemini. Qui est votre allié quand vous allez faire entrer une nouvelle technologie dans l'hôpital? Qui est l'allié pour vous? Qui peut vous aider à sponsoriser la solution et à la faire évoluer? Et à côté de ça, comment former les gens? Quelle est votre approche pour former les gens qui vont utiliser les solutions? Merci. Je vais répondre partiellement. Merci pour cette question. Je pense que l'allié, il est pas le même dans chaque hôpital. En fait, je pense que chaque hôpital fonctionne différemment et en fait, on peut pas le transposer et dire voilà, la recette magique, c'est celle-ci. D'office, il faut avant de se lancer, se dire voilà, quel va être le pouvoir du directeur général, en l'occurrence pour nous, du directeur informatique, du président de CME. Donc ça, c'est vraiment les 3 personnes clés. Mais dans certains hôpitaux, ça va être aussi la personne qui va être aux soins. Une autre personne, ça va être la direction de l'innovation. Donc en fait, pour moi, il y a des personnes clés qui sont différentes dans les hôpitaux et aussi il y a des dynamiques différentes dans les hôpitaux. Et donc en fait, ça demande vraiment d'être au cœur de l'hôpital, d'avoir compris l'organisation et d'avoir échangé. Et donc en fait, pour moi, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que aujourd'hui, après 8 ans sur le terrain, je peux dire, je connais et je comprends le fonctionnement de nos hôpitaux, mais tout ça, c'est un équilibre très fin qui peut basculer dès lors qu'il y a une nouvelle direction en place. Donc en fait, pour moi, ce qui est facile, c'est d'identifier les décideurs, mais en fait, malgré le fait que la personne est à un poste de direction, quelquefois, elle peut ne pas être décideur ou elle peut être influencée par quelqu'un d'autre. Donc en fait, ça demande beaucoup d'observation. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça, cette question d'allié. Elle peut être changeante. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la deuxième? Oui, bon, peut-être pour compléter ça, moi je dirais l'allié, chez nous c'est un peu plus identique d'hôpital en hôpital que ce que tu décris toi. Moi, l'allié, c'est vraiment celui qui a le problème. Et en fait, celui qui a le problème chez moi, c'est le directeur qualité. Parce que le directeur qualité, il doit réussir sa certification, il doit s'assurer que toutes les cases de l'écoute patient soient remplies. Et donc lui c'est forcément mon allié parce que je lui enlève une épine du pied. Et après, il y a le DRH quand on parle de l'expérience professionnelle, parce que lui aussi, il a des obligations en termes de QVT. Et puis la direction générale, parce qu'à la fin, si on améliore la satisfaction des patients et des soignants, on a quand même résolu pas mal de problèmes de la DG. On n'a pas résolu le problème du financement de l'hôpital, ça, je n'y touche pas. Mais on a quand même résolu 2 grands pans que sont la satisfaction des 2 grandes populations de l'hôpital. Tu veux parler du coup de la deuxième question? Sur le volet formation, alors nous, pour la prise en main et l'adoption, qui est in fine l'objectif au niveau des équipes, ce sont donc les métiers que l'on va aller former. Sur la planification aux ressources humaines, ça va être ce sont les cadres. Sur la planification de l'hôpital de jour, ça va être les secrétaires de planification ou les infirmières. Et en fait, à chaque fois, la formation et l'accompagnement va se faire en 2 temps, puisque avant d'arriver avec un outil logiciel, on va rencontrer les équipes, donc mener des ateliers en parallèle, qu'ils soient techniques, parce qu'il y a de gros sujets, données, interop, on n'a pas trop parlé, mais bon, quand même, donc avec la DSI. Et puis il y a des ateliers métiers sur le terrain, où là, nos équipes vont aller rencontrer le mode de fonctionnement, l'organisation qui est mise en place, pour l'adapter au mieux sur le logiciel. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, il y a un accompagnement qui va être fait durant le POC, généralement, pour montrer la valeur ajoutée. Donc là, il y a déjà une prise en main de l'outil. Et enfin, il y a de la formation qui est mise en place tout au long de l'année. En fait, on se tient disponible. C'est pas on a signé, au revoir, merci, c'était très sympa. Non, on continue à être disponible pour les équipes, bien entendu, et à les former, notamment parce que sur un outil logiciel, il y a toujours de l'évolution. Et donc, on parle d'une maintenance évolutive, mais bien entendu, il faut accompagner les métiers aussi sur les nouvelles fonctionnalités qui sont mises en place. Et de toute façon, ces fonctionnalités, généralement, sont eux qui nous les remontent. Donc en fait, ce ne sont que des flux, à vrai dire, bidirectionnels entre eux et nous, puisque ce sont pas nous qui inventons les nouvelles fonctionnalités, ça vient d'eux. Et donc à partir du moment où ça vient d'eux, on les co-construit. Et donc ils mettent déjà la main dans cet outil. Donc la formation, en fait, elle se fait en continu, en quelque sorte, si je puis dire. Ce n'est pas une formation ponctuelle à la fin du projet, et voilà.
Donc, C'est très intéressant, excusez-moi. Est-ce que pour les formations, vous envisagez ou bien vous utilisez les plateformes DAP, Digital Application Platform, qui prend en main une nouvelle application et pour dire à l'utilisateur clique ici, comme ça, elle va l'aider à... Est-ce que c'est quelque chose qui était utilisé par vous ou bien que ça pourrait être utilisé? Je ne sais pas si c'est pratique ou pas. Merci. alors chez Optacare aujourd'hui, nous n'utilisons pas ce type d'outils parce que en fait, on se déplace dans l'hôpital, donc voilà, on a vraiment on tient à garder ce lien humain. Après, bien entendu, quoi qu'il arrive, on leur donne des outils au quotidien si jamais il y a forcément une question ou voilà, on n'est pas tous les jours à côté d'eux. Mais non, on n'utilise pas encore ce type d'outils. Effectivement, ça peut être très intéressant pour pouvoir, notamment à l'échelle, pouvoir répondre à différents enjeux. Et peut-être sur le sujet formation, je trouve que c'est assez intéressant, avec un pas de recul, le sujet sensibilisation, qui vient un petit peu avant au final. Et nous, c'est un enjeu qu'on rencontre souvent quand on échange avec des établissements, sur des plans d'établissement, sur des feuilles de route. Quelle place réserver à des solutions d'IA? Mais est-ce que c'est pas au final quelque chose qui ne me servira pas au quotidien? Est-ce que au final c'est adapté à mes besoins à moi? Et donc il y a beaucoup de questions, aussi parfois un peu de fantasmes sur ce que l'IA peut ou ne peut pas faire. Et donc il y a un sujet de sensibilisation aussi, que ce soit des décideurs comme des professionnels de santé, qui est assez important. Et pour cet exercice, en tout cas, on a plusieurs types d'outils qu'on utilise. Alors forcément, il va y avoir le fait de partager des retours d'expérience de structures similaires, parce qu'au final, ça inspire de savoir ce que d'autres collègues ont pu faire sur des bases un peu équivalentes et qui pourront adapter. Et puis il y a aussi un enjeu de pouvoir démystifier ce que fait l'IA et ne le fait pas. À ce titre-là, pour anecdote, on avait créé un petit jeu de cartes, comme un carte à jouer au final, avec des vrais faux. Et dans des ateliers, c'est un très bon outil pour pouvoir réfléchir à est-ce que cette affirmation elle est vraie ou elle est fausse, impliquant l'IA. Et c'est une manière de commencer la conversation sur ah, je pensais pas que, ou au contraire j'avais imaginé que, et ce qui permet derrière de pouvoir le découpler sur des feuilles de route et commencer la réflexion au final sur ces sujets. Donc c'est peut-être pas de la formation à l'outil, mais c'est l'étape d'avant qui est la sensibilisation et qui viendra plutôt sur comment anticiper le fait que ces solutions d'IA, quelles qu'elles soient, elles s'intègrent dans une stratégie plus globale d'établissement. Bonjour à tous les quatre, merci pour cette présentation. Tous les cinq, pardon, excusez-moi. Une petite question peut-être un peu provocante, mais c'est juste pour faire réagir, je pense. Vous avez beaucoup parlé de l'intégration de l'IA à l'hôpital. Vous avez peut-être un peu mentionné l'idée de la notion aussi de data et de données, qui est hyper important pour justement entraîner les modèles. Et aujourd'hui, on fait face à différentes réglementations qui vont arriver, qui vont rentrer en vigueur prochainement. Est-ce que vous, en tant que porteur d'innovation, vous voyez ces nouvelles réglementations comme des barrières au passage à l'échelle de vos innovations dans les établissements de santé ? Bonjour, merci pour cette question. Alors je dirais pas des barrières, mais clairement ça peut être des contraintes. On a récemment, voilà, donc aujourd'hui nous nos données sont hébergées sur des serveurs qui sont HDS. Je pense que tu faisais potentiellement référence à ça. Et dans certains des hôpitaux, parfois on nous a demandé aujourd'hui et de plus en plus d'avoir des hébergeurs Secnum Cloud. Et en effet, je pense que c'est totalement le type de choses sur lesquelles il faut essayer de rester à jour sur tout ce qui est l'évolution du MDR, pour ce qui est en tout cas des dispositifs médicaux. Et clairement, je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui qui peut potentiellement rentrer en difficulté pour ce qui est, enfin voilà, nous mettre un peu des épines dans les pieds parfois au moment du déploiement en tout cas pour notre cas personnellement de la solution. Donc je pense que c'est vraiment un sujet. Je pense pas que ce soit une barrière, mais ça peut être un ralentissement dans certaines situations. Je sais pas si ça répond à ta question. Complètement. Mais j'ai l'impression que c'est pas une barrière pour les autres, peut-être. Je sais pas.
Je rajoute juste, je me permets d'ajouter, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir des règles du jeu à un moment nécessaires. Parce que ça permet de sécuriser, ça permet de rassurer. On parle quand même de données de santé, donc ça fait partie des données les plus sensibles que l'on traite. Et pour moi, au contraire, ajouter un cadre, c'est pas forcément une contrainte. À partir du moment où nous, on arrive à poser aussi ce cadre, à monter en compétence sur ces sujets-là en interne, c'est un challenge, c'est sûr. Mais dans tout jeu, il faut des règles. Et elles sont importantes. Elles ne sont pas là pour rien. Elles ne sont pas là pour nous embêter, à vrai dire. Elles sont là pour protéger. Donc elles sont essentielles. Et je le vois pas comme une contrainte, au contraire. Enfin, pour le coup, ce sont les mêmes règles pour tout le monde. Donc c'est important. Et c'est tellement sensible qu'elles étaient nécessaires. En fait, je rejoins Aurélie. Moi, je trouve que les barrières à l'entrée, on parle souvent de barrières à l'entrée. Je trouve que en ce qui est quand on n'est pas dispositif médical, les barrières à l'entrée dans le numérique, elles ne sont pour moi pas encore assez fortes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'intervenants qui peuvent se lancer sur le sujet. Et qu'en fait, la barrière à l'entrée, au final, c'est le passage à l'échelle. Et pour moi, elle est encore plus difficile que la barrière à l'entrée réglementaire. Après, bon, c'est biaisé, je viens du réglementaire. Donc peut-être que j'ai des exigences fortes. Mais voilà, c'est vrai que je trouve que au final, c'est la RGPD. Et c'est d'être hébergé HDS, ça c'est vraiment nos deux barrières à l'entrée dans le dispositif numérique non normé. Et donc en fait, au final, il y a énormément d'intervenants. Nous, on est allé jusqu'à 320 sociétés de télémédecine en France post-Covid, ce qui est énorme. Et par contre, en fait, le passage à l'échelle, c'est j'ai fait un pilote, 2 pilotes avec un établissement, personne ne me paye. On peut vivre à certains moments aujourd'hui en France, en tant que start-up, avec les dispositifs mis en place par le gouvernement, etc. Et donc en fait, pour moi, le coup près tombe bien plus tard. On ne passe pas à l'échelle. On n'a pas réussi à avoir une audience suffisante. Et je trouve qu'il est plus douloureux parce que au final, il y a des équipes qui ont suivi, des collaborateurs et des établissements qui ont cru à une solution, qui ont mis des données de santé. Et nous, ça nous est arrivé de nombreuses fois quand on arrive dans un établissement, quand une solution elle est tombée, qu'on doit faire de la reprise de données, etc. C'est vraiment très compliqué. Donc, je rejoins Aurélie et j'ai pas envie de dire qu'il y en ait plus, mais elles sont nécessaires, celles qui sont en place. Et honnêtement, pour moi, la vraie barrière à l'entrée dans notre secteur, c'est est-ce qu'on a trouvé notre audience et à quel moment savoir s'arrêter. Mais c'est un autre sujet pour une autre table ronde, peut-être. Merci beaucoup pour vos questions et pour votre attention aujourd'hui. Bonne journée à tous.